Je quitte Tijika en bien meilleure forme. Je suis parti de Chinguetti il y a déjà 21 jours et j'ai parcouru 435 km. Mon prochain objectif consiste à couper tout droit vers le sud, en hors-piste intégrale jusqu'à la ville d'Ashram, sur la route de l'espoir qui mène au Mali. Mais d'abord, il me reste 80 km à faire sur le goudron. Lors de la pause de midi, une voiture s'arrête à côté de la cabane où je profite de l'ombre pour ma pause déjeuner. Ce coup-ci, j'ai droit à une interview pour la télé mauritanienne. Un vent fort du nord me pousse et rend la température nettement plus supportable. Les villages sont de plus en plus nombreux et je profite d'une maison abandonnée pour un bivouac confortable et sans vent. Le matin, les écoliers se cachent à ma vue, effrayés par ce vagabond qui squatte une ruine. Je suis ravi de la présence de vent qui va à nouveau rendre ma progression plus facile. Les chèvres remplacent les troupeaux de chameaux et la route directe de Nouakchott est fréquentée par de nombreux véhicules. De plus, il y a régulièrement des antennes qui permettent de petites connexions 3G. Même si je vais désormais beaucoup mieux, je m'interdis de faire plus de 25 km par jour, histoire de ménager la monture. Plus question d'alterner des étapes marathon avec des étapes de trail savate. Il me reste près de 400 km à faire, il faut que je m'économise. Le matin, il me faut en général 1h30 pour lever le camp. Et quand on oublie sa chèche au fond du sac, avec les habits du soir, on peut tout recommencer. Plus que 2 jours avant de quitter définitivement le goudron, ses villages et ses ravitaillements. J'ai même trouvé du vrai fromage à Tijikja, ce qui améliore nettement mon croque-monsieur quotidien. Je fais particulièrement attention à mes pieds que je lave tous les soirs. Mes chaussures sont gorgées de sable, qui me provoqueraient de douloureuses blessures si je n'avais pas une hygiène impeccable. Je quitte enfin le goudron avec 5 jours d'autonomie alimentaire et après un entretien avec le directeur de l'école du coin. Fait une Interview. interview avec le directeur de la chaîne là-bas. Voilà, c'est ça, ouais. Donc maintenant, quand j'arrive, tout le monde me connaît. Oui. J'ai vu à la ville, Ah, à Tijika à Tidjika, oui. J'étais Ah, là-bas. d'accord. J'étais là-bas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais rencontrer à partir de maintenant, mais à peine je quitte le dernier village que je découvre le premier champ cultivé depuis mon départ de Nouadhibou l'année dernière, à 1000 km d'ici. C'est clair, c'est maintenant que je sors du Sahara. Le terrain est de plus en plus accidenté. Je suis obligé d'anticiper ma trajectoire en visant les meilleurs passages grâce aux courbes de niveau de la carte de mon smartphone. Je rencontre régulièrement des habitations de cultivateurs éleveurs et j'ai même droit à un cadeau bonus. Moi qui rêvais de laver mon pantalon et ma chemise. Là, c'est plus l'aventure, c'est carrément les vacances. Je découvre avec ravissement mon nouveau terrain de jeu et je me félicite d'avoir tenu bon les semaines précédentes pour arriver jusqu'ici. Tous les soirs, invariablement, après avoir monté ma tente, je troque ma tenue de jour contre ma tenue de nuit. Puis je puise dans ce qu'il me reste de force pour la pénible épreuve du gonflage de matelas. Le choix du lieu du bivouac nécessite un peu d'expérience si on veut passer une bonne soirée, d'autant plus que les critères ne sont pas les mêmes pour l'emplacement de la tente, qui nécessite un terrain adapté, plat, sans cailloux ni épines végétales, et le coin cuisine qui doit avant tout être confortable et à l'abri du vent. Ce matin, un troupeau d'une 60aine d'ânes sauvages me fait le plaisir de passer tranquillement exactement là où j'avais monté ma tente la veille. Aujourd'hui est une journée importante. Depuis mon premier voyage en Mauritanie, il y a 28 ans, on me parle de crocodiles qui subsisteraient depuis la nuit des temps dans un lac isolé. C'est d'autant plus étonnant que ce lac est à 300 km du cours d'eau le plus proche, le fleuve Sénégal. Après quelques heures de marche, j'atteins donc le lac de Matmata, sanctuaire des derniers crocodiles de Mauritanie. Ce petit groupe d'individus a réussi à survivre ici depuis plusieurs milliers d'années, à l'époque où le Sahara était encore vert. Comme je décide de ne pas descendre dans la vallée, car cela me prendrait trop de temps, je suis obligé de faire un détour pour chercher de l'eau à un campement isolé non loin de là. Je continue ma superbe balade en enchaînant les passages de sable, les pierriers et les falaises jusqu'au pied d'une montagne où je m'installe le soir.
Le matin au réveil, je suis envahi de sable. Le vent s'est levé pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est couscous muesli. Quand je sors le peu de muesli de secours que j'emmène de France, c'est que je suis à court de pain. Mais l'important, c'est qu'il reste de la confiture, parce que le café arrive aussi sur sa fin. Aujourd'hui, je vais traverser un gros village, mais avant, je dois m'orienter au cap dans un pierrier archi-plat. Plusieurs kilomètres avant le village, j'arrive dans la zone de culture. Moi, je crois qu'ils sont un peu à l'écart de la civilisation ici, assez craintif à mon arrivée. Je viens de me faire un peu gronder parce que j'ai pris un film. On y cultive des haricots, mais surtout du mil. Un paysan, moins farouche que les autres, me montre comment on récupère les graines de mil. J'en profite pour m'informer sur les prochains villages. Kain Elma كاين Kain كاين Kif Kif كيف شاف Kelta بليز مولي Pas grand monde dans la rue, mais il y a une petite épicerie. La boutique. J'ai fini de faire les courses dans ce village sans nom qui marque un changement culturel important entre la zone Maure et l'Afrique noire. On peut dire que ça commence ici pour moi. On trouve pas les mêmes choses dans les boutiques. Apparemment le pain ici on connaît pas. Vu ce qu'on a vu de tout à l'heure, ça doit manger du sorgho ou du petit mil, des choses comme ça. Comme pour confirmer mes dires, je rencontre ma première vache. En début d'après-midi, je déboule en haut d'une seconde vallée cultivée. Quand j'arrive à une barrière rocheuse comme ça, c'est toujours le gros stress. Ça descend de 50 mètres sur 50 mètres, 45 degrés, ça passe. Et en fait, ça passe super fastoche, il n'y a aucune difficulté. Je ne perds pas de temps. J'ai absolument besoin de me laver et faire la lessive, et je vise 2 gueltas repérés sur mes photos satellites à 12 km à vol d'oiseau. Je fonce à travers la vallée en coupant au maximum à travers les obstacles. Allez, plus que 10 mètres et j'arrive sur le plateau. Et la Guelta est à 4 km. Faut juste un peu crapahuter là. Oh putain, c'est le pied. En plus, c'est les vieilles habitations préhistoriques là. Ah putain, où est-ce que je passe encore aujourd'hui? Tout ça pour me baigner ce soir. Yeah. Et par là. Je passe carrément sous le rocher. Ouais, je suis sorti. Ah, moi, je viens de là-bas. C'est pas il y a 10 jours que j'aurais fait ça. Surtout pas en fin de journée avec 23 km de hors-piste dans les pattes. Mais ça fait vraiment plaisir. Je croyais que j'étais foutu. Que j'étais gravement malade, trop vieux, que plus jamais je pourrais être en forme, bah non. Chacal. 2 chacals. Ok, les pas. Le soleil va bientôt se coucher lorsque j'arrive après 29 km à l'endroit où je pense trouver une guelta remplie d'une magnifique eau Bon, turquoise. bah, déception. A priori, c'est asséché. Bon, bah, il y a de l'eau ici. Et cette qualité d'eau là me suffit pas pour boire. Je me suis dit j'en ai assez. Par contre, pour laver mes habits ça va le faire. Et pour me laver moi aussi, ça va le faire. Finalement j'ai lavé mes habits. Je me suis lavé. Tant pis si j'ai la gale. Et maintenant je vais faire ma brandade de sardines. Avec du vrai lait concentré. Il suffit de rajouter la purée. Voilà, c'est pas mal, non? Le matin, je découvre le superbe paysage dans lequel je me suis installé la veille à la tombée de la nuit.
J'ai planté ma tente au pied d'une digue qui retient l'eau pendant la saison des pluies et permet de cultiver dans toute la vallée sur plus de 5 km. Je repars le matin après réparation du matelas, mais sans oser remplir mes bouteilles. J'ai pas trouvé d'eau. Dans le pire des cas, je rationne. Par contre, les troupeaux de vaches me garantissent la proximité d'un point d'eau que je finis par trouver après 1h30 de marche en amont de la zone cultivée. C'est le puits du village. L'eau est excellente. Tous les troupeaux viennent s'y abreuver et les villageois y remplissent quotidiennement des centaines de bidons pour l'irrigation et les usages domestiques. Sur le chemin du village où j'espère trouver un peu de ravitaillement, je rencontre un cavalier me rappelant que le cheval est ici un vrai moyen de transport. Ça serait quand même bien si je trouvais une boîte de sardines et des petits gâteaux. Mes vœux sont rapidement exaucés. Alors d'abord, il faut faire chauffer les sardines dans la boîte avec l'huile. Voilà le fish burger qui est terminé. Un régal. Ashram, la ville que je vise sur la route goudronnée qui va au Mali, n'est plus qu'à 20 km. Je compte y arriver demain à midi et m'y reposer une demi-journée. Mais avant cela, il va me falloir traverser un plateau et surtout trouver mon chemin dans une falaise qui descend sur 200 mètres de dénivelé. Je finis par m'installer dans ce super camping qui présente l'énorme avantage d'avoir une excellente connexion 3G. Il est grand temps que je ravitaille, le niveau des provisions est au plus bas. Encore quelques marches à descendre en progressant toujours avec une extrême prudence, avant de rejoindre la plaine et d'arriver à Ashram à midi comme prévu. La ville a l'air imposante. J'espère y trouver un hôtel et un bon ravitaillement. C'est bon, j'ai déjà pris mes renseignements. On me dit que sur le goudron, à 500 mètres, il y a un hôtel, restaurant. Et il me reste plus qu'à trouver l'hôtel. On me dit qu'il est là. Impossible de trouver une maison à louer comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, alors je me suis rabattu sur la tente qui est derrière moi. Et avec l'eau, la charge de tous mes appareils. J'ai pu faire la lessive. Et puis on va me faire à manger. Je suis quand même déçu par ma chambre qui ressemble plus à une cage à poules qu'à une suite royale. Je me console avec un ravitaillement tout à fait correct. Ashram est traversée par la route de l'espoir. Elle relie la Mauritanie au Mali. Moi, je ne fais que la couper. J'ai réalisé 620 km depuis mon départ de Chinguetti il y a 28 jours.